Bonjour Aja. Hello Saïd, ça Franchement, va? c'est trop cool de passer un petit moment à discuter ensemble. Plaisir plus que partagé. Alors, tu sais que nous, on a lancé en fait une petite série qu'on appelle les rencontres décideurs économiques. Et à ce titre, donc on avait voulu passer un peu de temps avec toi pour t'écouter. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est ton parcours de jeune maman, jeune femme, jeune entrepreneuse. Et je voudrais que tu racontes ça un peu plus à la communauté Mosaïque. Il y a plein de ficelles qu'on veut tirer pour comprendre un peu qui tu es. Merci déjà pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être assise ici face à toi, sachant que moi j'ai découvert Mosaïque lorsque j'étais étudiante. Ah là là. Oui, en première année donc à Sciences Po Paris. Et j'avais donné mon CV et c'était voilà, l'une des premières, c'était plutôt sous la forme d'association à l'époque. C'était l'une des premières associations qui œuvrait pour justement plus d'égalité sociale, plus d'inclusion économique. Alors justement, tu es originaire de Seine-Saint-Denis. Tu as grandi à Bobigny, tu as fréquenté le lycée de Bondy, il me semble, c'est ça? Non, j'ai fréquenté le lycée de Bobigny qui s'appelle Louise Michel, Louise Michel. mais j'ai énormément d'amis qui étaient à Jean Renoir. Et donc, à partir de là, tu as décidé de faire une entrée à Sciences Po Paris, c'est ça? Voilà, je sais pas si j'ai décidé ou si c'est Sciences Po qui m'a ouvert les bras, mais en tout Parce que, ouais. cas, ouais, non, en fait, quand j'étais au collège, j'ai entendu parler de Sciences Po et notamment du pôle égalité des chances qui permettait, avec ce qu'avait initié Richard Descoings, une sorte de troisième voie. Qui n'est pour autant pas une voie de garage, mais une troisième voie pour intégrer cette école. Et donc, du coup, arrivé au lycée, des professeurs m'en ont reparlé. Et je me suis dit, allez, je me lance à fond. Je me suis mise un peu des œillères et voilà, et j'étais convaincue que c'était l'école qu'il fallait que je fasse. Et donc à Louise Michel, il y avait cette préparation sur la troisième voie ou c'est quelque chose que tu as raccroché? Non, non, c'était à Louise Michel. Il y avait peu de lycées partenaires à l'époque où j'ai passé le concours pour intégrer Sciences Po. Et du coup, Louise Michel faisait partie des pionniers avec notamment le lycée de Bondy, Jean Donc Renoir. donc c'est la troisième, quatrième promo Sciences Po Moi, du coin. je crois que je suis la septième promo. Septième, Ouais. d'accord. Il me semble que c'est la septième, oui. Ok. Donc tu étais plutôt bon élève au lycée, j'imagine, c'est ça? Ouais, vraiment, bon élève, très bon élève, je Avec des dirais, dominantes sur des matières particulières? avec, une dominante sur les sciences économiques et sociales, l'histoire, le français. Voilà, j'avais un profil entre, le littéraire et l'économique et social. Et qu'est-ce qui amène en fait une lycéenne à être bonne sur ces matières-là? Qu'est-ce qui fait que tu as une ouverture d'esprit plus particulière sur l'histoire, un intérêt aux sciences économiques? C'est, une excellente question, je me la suis jamais posée. Je dirais que oui, j'avais une vraie, passion, pour l'histoire, pour le français, j'étais, une mordue de livres, j'allais à la bibliothèque, dès que possible, je faisais du théâtre. Tu jouais? Ouais, voilà, exactement, je jouais des pièces de théâtre, donc j'avais quand même, une appétence, pour les matières, plutôt littéraires et l'histoire, enfin, j'avais l'impression de découvrir, un peu comme quand tu regardes une série, sauf que c'était à travers, nos livres d'histoire donc ouais, ça me passionnait vraiment et l'aspect économique et social, bah, finalement, j'ai toujours eu une petite fibre, business donc ça a toujours été en moi donc c'était mes premiers pas, vers, le lien et ce monde, économique. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'autour de toi, il y avait des gens qui faisaient du business, qui étaient dans l'entrepreneuriat ou pas à ce moment-là? Quand tu es lycéenne, quand tu Non, pas commences à vraiment. rentrer? Ouais. Pas vraiment. En réalité, pour moi, un entrepreneur, ça allait être, ceux qui détenaient les commerces de proximité. Donc, Hmm. oui, j'avais pas vraiment De modèle. de modèle, non, d'entrepreneuriat et puis le mot, quand moi j'étais lycéenne, il était pas autant à la mode. On a grandi issus de familles, Absolument, qui ouais. mettaient, plus en valeur et l'accent sur, le CDI, la sécurité de l'emploi et donc l'entrepreneuriat, il y avait une sorte d'inconnu justement, et une notion de risque, pour lequel, je pense que, en tout cas, dans ces années-là, il fallait avoir une certaine appétence, et pas une aversion au risque pour se dire: «Allez, je fonce et même si ça se casse la gueule, je trébuche, quoi». Et quelle orientation politique tu donnais au mot économie? Je voyais ça vraiment comme un vecteur, d'ascension sociale, parce que, je me disais en fait, forcément si, l'économie elle est clé, tout est économie, dans, le fait d'acheter justement sa baguette, à son boulanger et cetera. C'est vraiment, le ciment quelque part de la société et c'est ce qui fait que on va interagir avec, différents, corps ou corporations,
il y a quand même toujours cette notion d'échange autour d'une monnaie. C'est la main visible et qui est finalement très visible et qui est devenue de plus en plus visible avec l'expansion autour des notions d'entrepreneuriat qui était une filière finalement qui permettait à beaucoup de personnes à qui on ne prédestinait pas de grandes choses, de faire de grandes choses. Et devenir game changer, et en Exactement. tout cas changer le cours de sa vie, sa trajectoire personnelle. Voilà, et puis moi, c'est vraiment en parallèle de mes études que j'ai rencontré des parcours d'entrepreneurs hyper visionnaires, hyper impactants, qui n'avaient pas le bagage académique qu'on pourrait croire nécessaire pour justement briser des plafonds de verre. Je crois qu'il y a un adjectif qui te caractérise bien, c'est la curiosité en fait. Tu es curieuse et tu es quelqu'un qui te pose des questions, qui teste, donc c'est ce que tu dis. En réalité, tu es en pleine formation. C'est ta première année à Sciences Po. Et à ce moment-là, tu as l'opportunité finalement de faire une étude de cas, un rapport de stage. C'est ça, hein? Exactement. Donc, j'ai un devoir à faire autour d'un entrepreneur. Comme j'en connaissais pas forcément, honnêtement, j'ai passé un petit temps à chercher. Et puis, je regardais autour de moi les commerces de proximité. Mais il y avait quelque chose qui me motivait pas trop à aller forcément les démarcher. J'allais tous les jours à la bibliothèque à Beaubourg pour étudier parce que c'était sur la ligne de métro de Sciences Po. C'était plus pratique. Et en fait, j'ai rencontré un entrepreneur qui, à l'époque, avait aussi déjà cette assise de personnalité publique parce qu'il produisait le groupe le plus en vue, le plus à la mode du début des années 2010, qui est le groupe Section d'Assaut. Et ce producteur, c'est Dawala. Et donc voilà, donc quand je l'ai rencontré, je me suis dit de manière très instinctive, je pense que je ne vais pas le rencontrer 2 fois. Donc, il faut que je lui demande d'être le sujet de mon devoir. Alors là, il y a une anecdote qui est assez marrante parce qu'en réalité, c'est à la 2e fois que tu vas à sa rencontre. Oui, exactement. En fait, j'avais vu qu'il avait ouvert une boutique. Donc, j'étais assez intriguée, mais je n'avais pas pu m'arrêter. Et donc, je me suis dit, OK, la prochaine fois, je m'arrête, je rentre et je vois qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique, etc. Et donc, du coup, à ma seconde visite, je retombe sur lui. Et là, je me dis, hop, c'est un signe du destin. Il faut que cette fois, je reparte avec quelque chose de cette boutique autre qu'un CD de musique. Donc, en gros, il cartonnait à ce moment-là. C'était l'expansion du groupe. Tout le monde parlait d'eux. Ça tournait à fond sur les radios. Donc là, c'est des stars, en fait, à ce moment-là. Je crois qu'ils sont au top de la vague. Ouais, c'est l'équivalent de nos Beatles de contemporains. Ouais, c'est ça. Et donc toi, tu t'es déjà un peu en action sur les musiques urbaines, t'es déjà fan, t'es déjà... Non, franchement, pas forcément. Non, vraiment pas du tout. Hein. Moi, j'étais complètement éloignée, honnêtement. T'écoutais quoi à l'époque? Non, j'écoutais ce qui passait, mais j'avais pas vraiment de culture. Non, j'écoutais ce qui passait à la radio. Moi, je viens de Bobigny, donc on a une artiste, Wallen, qui est très, très connue, que j'aimais beaucoup. Mais non, j'étais plus focus sur l'école. Les études. Les études. Et après, j'avais ma passion de théâtre, donc je faisais du théâtre. Et j'étais plus concentrée là-dessus. Ouais. Mais après, j'étais quand même une jeune connectée avec son monde. Et j'aimais beaucoup, évidemment, le groupe Section d'Assaut. Et je voyais qui était le producteur derrière. Et là, donc, tu le vois, tu fonces vers lui et tu lui fais une proposition. Exactement. Du coup, je lui dis, je suis étudiante à Sciences Po Paris. Est-ce que vous seriez OK finalement d'être le sujet d'un devoir que je dois mener? Et là, sa réaction? Et là, il me dit oui automatiquement. Honnêtement, j'ai même pas eu besoin ni d'argumenter, ni rien du tout. C'est passé quelque chose d'assez magique, c'est qu'il m'a dit « Ok, on a rendez-vous avec la Radio Génération, donc viens, tu peux nous suivre, et puis à partir de là, commencer ton... » Tout de suite dans la foulée? Ton devoir, ouais. Non. Quasiment dans la foulée, ouais. Action-réaction. Ouais, vraiment, Wow. c'était... Mais c'est la
caractéristique quand même de ce type de personne. Hein. C'est vrai. Il y a une agilité, je dirais. Ouais, c'est Une ça. vraie agilité et une vraie capacité peut-être à faire des liens, des ponts entre plein de situations et à s'adapter à son environnement. Donc du En coup, fait, tu étais en phase de test. Il t'a direct testé, quoi. Et il te dit, viens avec nous, jusqu'où tu peux aller avec nous. Et exactement. il a ressenti des trucs. Ouais. Ouais, je pense qu'il il a dû Intuitif. voir, voilà, il a une capacité à projeter peut-être déjà une forme de talent ou autre, et donc de se dire, accompagne-nous et puis on verra ce que ça va donner. Et donc, ce que ça a donné, c'est que derrière ce devoir, moi, j'ai Donc, c'est toi découvert. en réalité, c'est toi qui as commencé le rapport de stage le plus vite dans la minute, Ah, tu as démarré ton stage. exactement. Je l'ai fait durer longtemps. À l'issue de ce devoir, donc j'ai tout de suite proposé d'intégrer le label en tant que stagiaire d'abord, parce que j'avais 20 ans, pour créer les réseaux sociaux, pour créer le site web, etc. Je voyais quand même, ils étaient au top niveau, mais je voyais des points qui pouvaient être complétés et pour lesquels je pouvais avoir une valeur petite ajoutée. valeur ajoutée. Donc, c'est ce que j'ai essayé tout de suite d'apporter. Et aussi, voilà, l'idée, c'était vraiment d'apprendre de cette énergie avec une ébullition d'idées. Justement, j'étais là, pour le coup, vraiment plongée dans le bain de l'entrepreneuriat parce qu'il y avait cette notion de multicasquette. Et le producteur, c'était un peu le Richard Branson de nos quartiers. Et donc, c'est le label Watibi. Exact. Donc là, tout de suite, tu trouves ta place, en fait, dans le cadre de ce stage, et on reconnaît ton talent naturel. Oui, exactement. On me fait vraiment automatiquement une très grande place et on me donne aussi très vite une confiance et une autonomie pour mener des projets au nom du label et aussi pour commencer à apprendre et gérer la carrière d'artistes qui, voilà, aujourd'hui, ont vendu des millions de disques. Donc, c'était une très belle opportunité. Qu'est-ce qui fait qu'on te respecte tout de suite dans un monde qui est en réalité assez macho, non? Écoute, c'est un univers masculin, c'est vrai. Et je dirais que ce qui a fait qu'on me respecte, c'est que je me suis positionnée tout de suite en professionnelle. Même si j'étais étudiante, je connaissais ma valeur et je savais ce que j'avais à amener sur la table. Et j'étais vraiment concentrée sur le fait d'avoir une plus-value, d'apporter quelque chose de positif. Ils ont dû voir cette énergie, cette volonté et une détermination. Et je me suis jamais posé la question de je suis une fille, je suis pas une fille. Enfin, vraiment, ces sujets-là, ça a jamais... Non, Pas de non, tabou, pas pas de du tout. frustration. Non, jamais. Et donc, du coup, ça a fait que ça a effacé, entre guillemets, peut-être certaines barrières limitantes que j'aurais pu me mettre si j'avais été T'as pris ta place. trop enfermée. J'ai arraché la place, mais c'est comme si elle était là aussi pour moi. Ouais. Enfin, Il y avait vraiment, je me besoin suis de pas toi. posé de questions. Ouais. Il y avait besoin, effectivement, de remplir ce poste et je fitais parfaitement. Et donc là, tu arrives en fait dans une organisation en pleine croissance, avec une valeur ajoutée, ta spécificité, ta vision aussi que tu apportes, qui vient compenser. Comment t'as pas peur à un moment donné face à tout ça? Parce que du coup, il y a de la lumière, il y a du bruit, il y a beaucoup d'argent, il y a de la célébrité à gérer. Comment tu restes très froid par rapport à cette situation, en distance, pour pouvoir garder le cap de tes études et décrocher ton diplôme? En fait, j'ai jamais perdu de ligne de mire mes études. C'était prioritaire, ça passait avant tout. Et ça, vraiment, j'avais une très, très grosse exigence. Ça venait finalement compléter, un peu comme un hobby, une passion. Je le vivais comme voilà, comme un hobby, comme une passion. Je voyais ce que je pouvais apporter et sans pour autant, entre guillemets, ça prenait pas le pas sur les études que je devais mener parce que je connaissais aussi la valeur de ces études, les sacrifices que j'avais dû endurer pour pouvoir les atteindre et je voulais pas tout gâcher et puis surtout, j'arrivais à mener de front les deux activités. Donc voilà, vraiment, j'étais aussi très heureuse et très épanouie. Donc, arriver dans un environnement dans lequel finalement tu vois ce que tu peux apporter tout en étant à l'aise dans tes bottes, ça apporte une certaine sérénité dans la façon dont tu vas travailler aux côtés des gens. Et je pense que ça envoie aussi un signal de j'étais là pour travailler, j'étais pas là pour chercher une quelconque lumière ou autre chose. Moi, je visais, OK, ils sont déjà super bien entourés, etc. Qu'est-ce que je peux apporter de plus mais c'est tout. Enfin, je cherchais rien d'autre
qu'avoir un impact positif dans un écosystème qui était quand même déjà assez bien huilé. Très vite, en fait, tu comprends en fait, quelle est la juste place dans cette organisation. Tu cherches pas la lumière, tu cherches à apporter de la valeur et en fait, tu es aussi reconnu pour ça. Quand tu rentres le soir à Bobigny, qu'est-ce qu'on te raconte? Qu'est-ce qu'on dit de toi quand on sait que tu participes finalement tout le long de ta journée à côtoyer des stars, des célébrités, des personnalités? Qu'est-ce que disent de toi tes parents? Quels conseils te donnent tes amis et autres? Je dirais que, mes parents, eux aussi, ils ont toujours eu, la tête froide, voilà, moi, j'aime bien dire que c'est mes managers, donc ils m'ont, toujours poussée à faire des études, mais tout en me disant: «En fait, si tu as des bonnes notes, c'est pour toi. Si tu as des mauvaises notes, c'est pour toi». Donc il y a, comment dire, une forme de responsabilisation que j'ai eue assez tôt, dans le fait que, en fait, ce que je vais retenir, enfin, ce que je vais récolter, pardon, in fine, ça sera pour moi. Donc j'ai très vite compris qu'effectivement, les bonnes notes, c'est très bien, ça les rendait fiers, mais c'est quelque chose qui allait avoir un intérêt pour moi, pour ma vie future, pour me donner plus de clés et pour pouvoir ouvrir le plus de portes possible. Et ces portes, c'est pas mes parents qui vont les ouvrir, c'est moi qui dois les ouvrir. Je dirais que mes parents, ce qu'ils ont toujours eu en ligne de compte, et c'est ce qu'ils m'ont transmis, c'est vraiment le fait de garder mes valeurs, quel que soit l'endroit dans lequel j'évoluais. Que ce soit à Sciences Po, au milieu, comme tu le dis, de stars, de personnalités ou autres, ou au théâtre. Enfin, c'est vraiment de garder l'éducation, les valeurs que j'ai eues. Et étant donné que c'est un socle hyper important, une fois que c'est mon ciment en réalité. Donc, tu peux me mettre où tu veux. Ce ciment-là, il est tellement solide qu'en réalité, ma personnalité, elle ne va pas changer. Et c'est ça qui m'est dit par mes parents quand je rentre le soir. Eux, ça leur est égal, hein. Enfin, c'est juste, tout s'est bien passé, OK, tu as passé une bonne journée, tu es heureuse, ça se passe bien, ça a de l'impact ce que tu fais, oui, non. Si ça a de l'impact, continue. Si tu es aligné avec tes valeurs, continue. Mais ils sont pas impressionnés ni par le star system ni rien, et mes amis non plus. Et j'ai toujours eu un cercle d'amis hyper sain, et justement, ça permet de rééquilibrer quand des fois tu es dans une frénésie du travail. Bah, tu as des amis qui te disent en fait, Raja, là, ça y est, prends des vacances, faut qu'on aille profiter, on n'a qu'une jeunesse, etc., etc. Revenir aux fondamentaux. Ouais, exactement. Et donc, du coup, cette période de stage, plutôt heureuse, hyper enrichissante sur tous les plans, tu le termines et tu reprends tes études normalement. En fait, tout se fait en parallèle de mes études. Donc, en fait, tu as deux vies. Voilà, j'ai Dès deux la vies. première année, exactement. tu as deux vies. Ouais. Et du coup, ça me met aussi dans le bain de pouvoir avoir plusieurs casquettes. Et cette notion, finalement, de se dire qu'on peut faire plusieurs choses en même temps et on peut être bon à plusieurs choses en même temps. Et être exigeant, voilà, j'avais vraiment, comme tu le dis, ces deux vies. J'ai fait ensuite une année à l'étranger, à New York. Et du coup, c'est depuis New York que je continuais à travailler pour le label Watibé, parce que notamment un groupe qui s'était formé avec Dadju et Aboutal, qui s'appelle De Shinsekai, pour lequel les artistes m'avaient appelé pour me demander de justement gérer tous les réseaux sociaux, gérer toute la communication et tout créer. Donc tu vois émerger Gims, tu vois émerger en fait tous ces Gims, talents. il était déjà assis. En revanche, Dadju, je le vois complètement émerger, ouais, complètement émerger. Moi, je l'ai connu, il était vendeur au McDo de Bobigny d'ailleurs. Ouais. Et ouais, tout mène à Tout a un début. Ouais. Et ce que je comprends aussi dans ce parcours, c'est que tu mènes de front en fait ces deux aventures, une aventure à l'école, une aventure professionnelle, et quelque part, tu es en train de développer tes talents, cette dualité entre prendre des risques, être en capacité à un moment donné d'aller au bout de tes idées, donc mettre en œuvre tes initiatives, tout en respectant un cadre qui fait grandir et qui crée de la valeur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. En fait, je pense que c'est une période, le fait d'avoir un pied, encore à l'école, à Sciences Po Paris, avec d'autres univers, hein. Enfin voilà, j'étais aux côtés, sur les mêmes bancs que de nombreux hommes politiques de premier plan aujourd'hui. T'avais qui, toi? On les cite.
Un peu. Bon, on peut citer Gabriel Attal, enfin Donc, voilà. t'étais On est à peu près de la même promotion génération. Ouais, à peu qu'Attal. près. Ouais. 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 On est à peu près des mêmes générations. Mais en tout cas, enfin voilà, donc effectivement, j'étais dans plusieurs univers qui me permettaient peut-être de développer une sorte de bilinguisme social qui faisait que j'avais l'impression d'être tout terrain. Et puis surtout, comment dire, j'aime pas trop les cases. Donc ça me permettait vraiment de m'enrichir de tous ces milieux différents et d'apprendre et de me créer une forme de chemin un peu hybride à la frontière de plusieurs mondes. C'est là où on comprend qu'en réalité, une double éducation, une double culture est plus une valeur ajoutée qu'en réalité un handicap. Ah mais complètement, enfin complètement. Dans mon parcours de vie, c'est cette notion de dualité qui m'a permis déjà instinctivement de me dire qu'il n'y a pas de limite. Enfin, tu vois, donc oui, on peut être de telle origine et de telle origine, de tel milieu social et fréquenter un autre milieu social. On peut voilà, être baigné au milieu d'entrepreneurs, mais aussi être sollicité par des groupes du CAC 40 pour travailler en tant que salarié, etc. Donc vraiment, c'est deux mondes, je dirais le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat. C'est deux mondes que j'ai vu évoluer un petit peu en même temps. Et après, l'expansion qu'a pris l'entrepreneuriat et les personnes que j'ai pu côtoyer m'ont permis finalement de me dire que c'était peut-être le chemin qui fitterait plus avec moi. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, tu corresponds à une génération de rupture par rapport aux descendants d'immigrés classiques. Grosso modo, tu avais une génération où les gens se cachaient, étaient plutôt dans même la volonté de changer son propre prénom pour être dans une logique d'assimilation. Et ensuite, on voit émerger aujourd'hui une génération qui s'assume complètement son identité, son origine culturelle, son origine cultuelle, et qui est finalement très très bien dans cette République et qui fait son trou. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très clair dans ce que tu exprimes. Je pense que effectivement, les générations qui nous ont précédés, elles ont dû traverser les problématiques liées à leurs époques, et elles ont pour beaucoup fait ce qu'elles ont pu. Et nous, on est venus, et les générations qui viennent aussi, en se nourrissant de ce qui a été fait de bon comme de mauvais par ces différentes générations, en essayant finalement de trouver une place tout en étant le plus aligné possible avec cette notion d'épanouissement personnel qui, je pense, est vraiment clé pour pouvoir être épanoui d'un point de vue professionnel. Est-ce que c'est une chance pour la France ? C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une question affirmative. C'est une question affirmative, alors on a la réponse. Et ouais, puisque tu sais que nous, on milite sur cette Ouais. nécessité en fait, d'ouvrir les horizons. La France, elle est multiculturelle, c'est encore plus fort en Île-de-France. Et donc, ça signifie quand même une manière de considérer l'autre, une manière de faire des affaires, d'apprendre, de créer, de s'enrichir. Et je trouve que le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est un monde qui a tendance quand même aujourd'hui à se refermer, et n'est pas forcément en fait la bonne voie sur une civilisation qui a toujours changé en fait. La différence, quand on regarde l'histoire du monde, on a toujours eu en fait des civilisations qui sont venues enrichir d'autres civilisations pour recréer en fait des moments d'histoire encore plus puissants. Effectivement, et moi j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce que je vois les nouvelles générations qui sont hyper dynamiques, hyper mélangées, qui savent ce qu'elles veulent, et je préfère me concentrer là-dessus. Ouais, et puis la vérité, c'est qu'on voit que ça génère plus de bénéfices que de problèmes en fait. Bien sûr. Donc aujourd'hui, tu es vraiment une entrepreneuse, donc tu quittes Sciences Po, tu es diplômée, et tu fais tout de suite le choix en fait d'entreprendre. C'est ça, hein? En fait, à peu près. Donc, encore une fois, j'ai plusieurs casquettes. C'est-à-dire que j'ai un pied en tant que salarié parce que je travaille... Donc tu es salariée là. Voilà, je travaille au sein du label Watibé. Je développe la carrière d'artiste. Et très vite, peut-être 1 an ou 2 après ma diplomation, j'ouvre ma première entreprise avec un ami qui est donc une entreprise spécialisée dans le marketing d'influence. Et on est aux prémices de ce qu'on appelle l'influence. On ouvre un peu à l'image d'un label de musique, un label de créateurs de contenu qu'on essaye d'accompagner au mieux dans leur carrière.
Quelle période, c'est quelle année Là, ça? on est en 2016. 2016. Comment tu rencontres, on peut le citer, Gallo, hein? Ouais, complètement, ouais. Comment tu rencontres Gallo? Je rencontre Gallo Diallo, effectivement. On est chez un ami en commun qui avait fait Sciences Po. Donc, c'était un ami plus camarade de classe pour moi. Et pour lui, c'est un ami slash cousin. Ils viennent du 95. Et en fait, on se rencontre à cet événement, à cette soirée qu'il avait organisée. Et on se met tout de suite à discuter de nos projets. Projets pro, parce que lui était il avait déjà cette âme d'entrepreneur. Il n'avait pas créé encore de boîte. À l'époque, il entreprenait déjà un petit peu, oui. Oui, c'est ça. Oui, il avait sa marque qui s'appelle Biscuit Paris, avec Mamad Faye, qui est une marque de vêtements. Et il faisait de la communication aussi pour des entrepreneurs. Donc, il commençait, ouais, c'était au début, mais il était encore à l'école d'ailleurs. Communication digitale d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et donc là, vos deux savoir-faire se croisent. Et qu'est-ce qui se passe? Magie, on crée la première agence de marketing d'influence qui s'appelle Smile Conseil. Et donc, on recrute plein de talents et on les accompagne. Et surtout, on a tout de suite cette notion de se dire qu'on va orienter, influencer des personnes qui ont un impact sur plusieurs générations. Donc, du coup, il faut qu'on puisse les guider vers un impact le plus positif possible. Donc ça, c'est la prise de position dès le début de Smile. Immédiat. Ouais. C'est immédiat. Communication vraiment. digitale à impact. Exactement. Et l'idée de se dire que si on peut être une goutte de positivité dans ce monde, il faut qu'on participe à l'être. Et comment vous faites pour... Parce que, en fait, tu avais déjà une expérience sur les réseaux sociaux, tu avais déjà des interactions, toi ou lui, avec des créateurs de contenu. Oui. En fait, du fait, avant les influenceurs, les premières personnes qui étaient regardées en tant qu'influenceurs, entre guillemets, c'était les artistes et qui avaient déjà des communautés hyper engagées. Sur YouTube. Oui, sur YouTube. Pour le coup, c'était Facebook. L'une des pages, pas Instagram, c'était avant Instagram, Facebook que j'avais créée pour le label, elle avait atteint 2 millions d'abonnés. Donc, on avait quand même cette notion de followers, etc., qui commençaient à émerger. Après, il y a eu les débuts de la plateforme Instagram, de Snapchat. Il y a eu un créateur de contenu aussi qui m'avait demandé de le manager. Et c'est un petit peu comme ça que finalement, ça faisait sens avec notre époque, avec ce qu'on sentait de plus, de plus palpant. Il y avait des jeunes qui commençaient à émerger et à être reconnus, et il fallait les entourer et être aussi pour eux une sorte de gardien, de manager, un tampon entre eux et le reste du monde qui les approchait en vue de parler à leur communauté. Et comment vous sentez à ce moment-là qu'il peut y avoir un modèle économique et ça peut être source de création de valeur? En réalité, parce que les premières personnes qu'on accompagne, c'est des personnes qui sont sollicitées par des marques. Donc, on a nos premiers échanges avec des marques qui nous disent, voilà, on a tant de budget, on aimerait passer tel et tel message. Est-ce que votre créateur de contenu peut les porter au nom pour nous, et c'est un petit peu comme ça que vous apprenez un peu en marchant avec une économie qui est en expansion. Et donc, vous faites votre trou à ce moment-là. On apprend en marchant. Après, moi, par exemple, je me servais aussi beaucoup de ce que je faisais, de ce que je voyais dans la musique. Et j'essayais de l'appliquer tant bien que mal au monde de l'influence. Mais il y avait des ponts assez évidents qui pouvaient être faits. Une rencontre extraordinaire sur un marché émergent. Ça a été ta seule expérience entrepreneuriale? Ça a été la première qui a du coup donné suite à 2 autres expériences entrepreneuriales. Donc, en 2022, j'ai créé une agence de communication digitale à impact. Là, l'idée, c'était d'accompagner plutôt des marques qui sont porteurs de projets à impact vers le déploiement de leur vision. Donc, c'est mon agence qui s'appelle Ragency. Et j'avais un autre bébé et une passion aussi pour le monde du foot. Et donc, du coup, j'ai créé une agence de management de football. Dis donc tu avais en fait toujours aussi cette passion autour de toi et tu t'es dit pourquoi ne pas devenir agent? En fait, l'idée, c'est de mettre toutes ses forces au service de son quotidien. Et donc, mon quotidien, c'est essentiellement de travailler. Et donc, j'essaie de tout lier. Ok. Donc, du coup, le rap,
le rap, la musique, la communication digitale et à un moment donné le foot. Donc le sport vient se greffer à cette aventure. C'est un Voilà. ingrédient supplémentaire. En fait, en réalité, le sport, il a toujours fait partie, quelque part de ma carrière professionnelle parce que déjà, quand j'ai démarré, dans les industries créatives, au sein de ce label, Watibé, il y a toujours eu un lien avec le football parce que le label était sponsor, de clubs de foot, parce qu'on organisait des tournois, parce qu'il y avait énormément de footballeurs qui venaient, assistaient, aux concerts. Enfin bref, il y avait des relations qui étaient vraiment étroites. Donc finalement, c'est venu naturellement, la création de cette agence de management de footballeurs parce que je baignais déjà dedans. Et donc une nouvelle corde à ton arc, tu passes la licence en fait d'agent. Exactement, qui était, bien difficile à obtenir. Il paraît que c'est compliqué, hein. C'est hyper compliqué. Et je crois qu'on ne fait pas trop la place aux femmes, hein, il me semble. Hein. J'avais cru comprendre que faut se Bon, battre. Quoi. sur le concours écrit, en tout cas, voilà, c'est anonyme, mais en tout cas, le concours écrit, c'est vrai qu'il est difficile à avoir. Et après, c'est effectivement plutôt un milieu d'hommes. Donc, encore une fois, c'est un challenge Que tu as relevé. à relever, en tout cas. Je ne sais pas si je l'ai encore relevé, mais en cours. Et donc aujourd'hui, tu t'occupes de qui? Quel footballeur? Donc, on a une dizaine de footballeurs. Donc vous êtes plusieurs à gérer. Hein. Voilà, on a constitué une équipe, exactement. Et donc, du coup, il y en a qui sont dans plein de clubs de France et aussi à l'étranger. Super. Donc là, encore une fois, une carte à jouer. Je ne sais pas où ça va t'amener, mais ça peut t'amener encore très loin. Je laisse venir. Ouais. Et moi, je voudrais, pour terminer, qu'on parle de cette prise de position que je trouve, moi, à titre personnel, très politique. Ah, okay. La création, en fait, du salon du monde arabe et amazigh. Ça, c'est vraiment un projet de cœur. C'est un projet qui est né dans mon esprit en 2022 et qui a vu le jour pour la première fois en 2024, l'année dernière, où donc l'idée, c'était de créer un forum économique et culturel qui soit autour de la mise en lumière des diasporas arabes et amazighs, parce que c'est parti voilà, d'un triple constat qui est celui d'avoir un besoin de représentation, de rôle modèle, issus notamment de ces diasporas, mais plus globalement issus de toutes les diasporas qui font la société. Donc, la première notion, c'est celle de représentation. La seconde, c'est celle d'identification. Donc, il y avait un travail d'aller chercher justement toutes les success stories, les entrepreneurs, les salariés, les artistes, voilà, vraiment un échantillon de la société dans laquelle on évolue. Donc, de les identifier, de les mettre en lumière. Et enfin, il y avait une troisième notion qui est importante, c'est la notion de transmission. C'est un forum économique qui a aussi une dimension culturelle, parce qu'il y a la volonté de mettre en lumière et de célébrer le patrimoine culturel, l'héritage qui nous a été transmis par nos parents, et de le faire briller pendant un week-end, de le faire découvrir aussi aux autres, parce que c'est un événement qui célèbre une communauté, mais qui invite tout le monde à venir la découvrir, et qui passe surtout des messages qui sont hyper universels. Donc quand le Front National, quand l'extrême droite monte en France, toi tu crées le salon du monde arabe, tranquille. Écoute, on n'a pas froid aux yeux. Et donc du coup, première édition, énorme succès. Ça cartonne. Ouais, vraiment, je dirais que c'était attendu sans que ce soit attendu, dans le sens où, évidemment, on ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de monde. Combien de participants? 7000. 7000 participants sur 2 jours. On a eu 7000 participants. Mais dès la première édition, j'avais quand même la vision de me dire c'est un rendez-vous qui doit s'institutionnaliser, parce qu'il est pour moi d'utilité publique. Il y avait un réel, et il y a toujours un réel besoin de briller, de faire parler des diasporas. D'une manière très apaisée, hein, finalement. D'une manière apaisée, bien évidemment. Dans une logique de revendication, mais simplement dire on non, existe. dans une logique de constat qui est celle que... ces diasporas, au pluriel, elles sont force de valeur ajoutée, elles brillent, elles sont impactantes, elles sont importantes, et elles se doivent d'être célébrées à juste titre.
Donc, le salon du monde arabe. Et Amazir. Alors, voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu rajoutes Amazir. Oui. Tu peux m'expliquer ce point de vue? En fait, c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, les diasporas arabes et amazighes, du coup, elles sont perçues comme un bloc homogène euh, de personnes qui ne connaissent pas, etc. Donc, c'est vraiment un clin d'œil pour dire que, en fait, une diaspora que vous estimez être un bloc homogène, c'est un bloc qui est pluriel. Et aussi, il y a beaucoup de finesse en réalité et de valeur ajoutée à cette pluralité. Donc, c'est une façon de la célébrer à juste titre. J'aurais pas pu faire un événement qui s'appelle que le Salon du monde arabe. Ça aurait été injuste de ne pas parler aussi de la dimension amazigh qui est très très importante. Et c'est aussi une façon de fédérer tout le monde et de réunir tout le monde dans un même lieu. Et comment tu incarnes justement cette dimension amazigh? Elle est incarnée par la pluralité des intervenants. Certains sont justement des ambassadeurs de la culture amazigh. Ouais. Je pense à Raïssa Ley, qui d'ailleurs a fait très récemment un événement autour des femmes amazigh pour les célébrer. Il y a ensuite des exposants, il y a des thématiques qui sont abordées et qui sont spécifiques à la notion de culture amazigh, à l'histoire du monde amazigh. Ok, super, bravo en tout cas. Respect, Merci profond à toi. respect. Et puis, tu peux pas savoir l'engouement que tu génères en fait auprès de ceux qui se sentent concernés. C'est pour ça qu'on voulait passer un peu de temps avec toi. Tu vois, tu parles de représentation, de rôle modèle. Tu es un vrai rôle modèle pour toutes ces populations qui habitent les quartiers populaires, qui sont notamment des femmes. C'est important aussi de célébrer l'entrepreneuriat féminin en France et de montrer que finalement, c'est plus une source qui génère de la richesse que tous les problèmes dont on nous parle au quotidien. Chapeau bas à toi et à l'ensemble de tes équipes. Et bonne chance pour cette nouvelle édition du Salon du monde arabe amazigh. Merci beaucoup, Saïd, et merci à toi pour toutes les portes que tu as ouvertes pour que justement on puisse aujourd'hui créer des espaces comme celui-ci. Merci à toi, c'est top.